Décroissance, post-croissance, économie sociale et solidaire, économie du partage, économie collaborative, autant de projets de société qui ont les mêmes racines, un point de départ. Le premier constat, débat autour des coûts cachés de la croissance économique, souvent des coûts environnementaux qu'on a vu apparaître à travers les pluies acides, à travers effectivement l'effondrement de la biodiversité. Également contestation de ce qu'on appelle les nature writers. Rachel Carson met en avant les ravages du DDT sur notamment l'environnement. Barry Commoner évoque les lois de l'écologie et les conséquences des essais nucléaires sur la santé humaine. La remise en cause d'une croissance sans limite avec le fameux rapport Meadows de 1972 et le sommet de Stockholm qui, partant des pluies acides, va poser les bases de ce qu'on appelle l'éco-développement. Des graines ont été semées. Rupture avec les grands principes de la théorie économique. On comprend tout de suite que derrière l'économie, derrière la production et le capital, il y a l'énergie. Et l'énergie mécanique déploie de l'entropie qui crée des gaz à effet de serre qui entament bien sûr le changement climatique. Même problème sur la bioéconomie. On se rend compte que l'espèce humaine, par son invention, par ses innovations, a créé ce qu'on appelle les organes exosomatiques. Les avions, les voitures nous permettent de nous déplacer plus vite, mais au prix d'une consommation d'énergie toujours plus importante et d'une surexploitation aujourd'hui des ressources rares. Également problème lié à la boîte à outils des économistes. Nous travaillons sur des marchés qui ont une valeur, qui ont des prix, avec des revenus, des quotas, des taxes, autant d'outils qui échappent très souvent à la vie en société. Remise en cause du système économique, nous vivons dans un système capitaliste à base de profit, avec une marchandisation toujours plus pressante, et bien sûr une forme d'idéologie liée à la croissance. Dénonciation aussi de la mainmise de la finance sur l'économie. Des capitaux passent de pays en pays en fonction des rémunérations. Enfin, débat autour de la taille de l'économie. Ce processus de marchandisation n'a pas de limite. Aujourd'hui, l'éducation, la santé passent par un prix, passent par un marché. Finalement, ce débat tourne autour des valeurs de la société, qui ne sont pas forcément des valeurs économiques. À partir de là, il y a quelques grandes contestations qu'on retrouve dans ces grandes alternatives, ces grands projets de société. La question du profit et cette dénonciation, le surprofit, faut-il faire 10, 15, 20, 30% de marge? La question de la monnaie, qui génère de la spéculation, passer d'une place financière, d'un produit financier à l'autre pour gagner des rémunérations. La question des valeurs économiques, qui reposent sur l'individualisme, l'égoïsme, et finalement une réussite qui est liée à l'individu. La place du travail dans la société, l'épuisement des ressources naturelles, et finalement le grand débat sur la consommation de masse et la production de masse. Finalement, notre productivisme est un frein à l'avenir de nos sociétés. À partir de là, peut-on parler de rupture de paradigme? A-t-on de nouveaux projets de société? On peut sortir de l'économie, comme l'évoque Serge Latouche, la décroissance, et faire référence à l'histoire, à l'anthropologie, comment vivre en société, en dehors de toute pratique économique. On peut chercher à réencastrer l'économie dans la société, voire dans l'environnement, et laisser une taille suffisante pour que justement nous ne gaspillions pas les ressources naturelles. On peut aussi contester cette croissance économique. Les économistes la contestent, mais aussi la société civile, les citoyens. Et aujourd'hui, l'apparition du think tank, de ce qu'on appelle les NGO à l'étranger, les associations s'emparent du projet, s'emparent du débat de société. Finalement, la décroissance, la post-croissance deviennent des slogans politiques, deviennent des façons de vivre, voire des ruptures, l'acceptation de la contestation. De grands instituts comme le Schumacher Institute en Angleterre ou le Post-Growth Institute aux États-Unis revendiquent cette légion. À partir de là, quelle piste pour changer les paradigmes? Comment aujourd'hui trouver un moyen de régler cette question d'une taille démesurée de l'économie? Premier élément, la question du profit. Ce n'est pas un but, c'est un moyen. Il doit servir à des projets de société, des projets pour l'humain, et pas forcément faire du profit pour faire du profit. Deuxième logique, la monnaie ne doit pas être spéculative, elle doit servir dans les transactions. Il faut une monnaie locale, déconnectée de tout gain et toute rémunération. Également, entamer un débat sur les dettes publiques. Nous ne changerons pas de paradigme sans changer la relation aux dettes. La France a aujourd'hui plus de 2000 milliards d'euros de dettes. Comment peut-on changer de société avec un tel passif? Également le grand sujet de société, la réduction du temps de travail. Ce n'est plus une question des 35 ou des 40 heures aujourd'hui. Avec 6 millions de chômeurs en France, c'est une question du partage du temps de travail. Et il faudra vraiment réfléchir sur une réduction de 25 à 20 heures par semaine pour pouvoir partager ce travail avec tous les individus.
Nos gains de productivité, notre effort de productivisme ne permet plus aujourd'hui d'employer toute la main-d'œuvre possible. Débat sur la convivialité, faut-il rechercher, on a dit, l'excès du profit, ou plutôt des valeurs saines, citoyennes, de vie en société? Et peut-être faire de la proximité un argument important pour vivre avec les autres. Finalement, le débat porte aussi sur notre économie qui est très masculine, avec des valeurs très fortes de guerre, d'affrontement. Également un débat sur les commons, ces biens collectifs qui appartiennent à la planète et non plus aux nations ou à la société. Ce sera à ce prix que ces nouvelles alternatives, que ce soit la décroissance ou la post-croissance, se présenteront comme de nouveaux modèles de vie en société.